Diaé. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes ministre délégué à la ville. Vous êtes retourné en fin de semaine dernière à Marseille pour une nouvelle visite. Vous êtes allé combien de fois ces derniers mois? Oh, je crois entre 6 et 7 fois. Ce qui veut dire que on peut se poser la question légitimement de savoir si vous n'êtes pas vraiment ministre à la ville, mais plutôt ministre à la ville de Marseille. Non, je suis ministre à la ville et de toutes les villes de France qui contiennent des quartiers prioritaires. Marseille, tout le monde le sait, il y en a. Il y en a avec une concentration de difficultés, il faut le dire, et donc qui nécessite une action déterminée et une action très forte de l'État dans cette ville. Et beaucoup d'argent. Oui, il faut des moyens. Emmanuel Macron, qui est venu deux fois en un mois, qui va y retourner, dit-il, pour voir l'application de son plan. Où est-ce qu'elle en est, cette application de ce plan? Alors, au-delà des moyens que cela nécessite, ce sont avant tout des projets. Des projets pour répondre à des enjeux qui sont déterminants à Marseille, notamment sur la question de la mobilité, notamment sur la question du traitement de l'habitat indigne, notamment également sur la question de l'économie, de l'emploi, pour donner de l'emploi à ces jeunes Marseillais. Donc il y a donc des créations de structures qui vont piloter chacun des projets, et donc les élus et l'État local sont en cours d'élaboration, de création de ces structures. Aucun euro n'a encore été engagé? Pour le moment, non. Mais en tout cas, est-ce que c'est pas très long? Alors, quand il faut réparer en urgence une école et il y a des dizaines d'écoles à réparer ou à reconstruire même, ça ne demande pas forcément 8 mois. Alors, fort heureusement, l'action de l'État a déjà commencé il y a maintenant plusieurs mois. Quand le président de la République a visité l'école Bouge à Marseille, lors de sa visite, c'est une école qui bénéficie déjà de financement de l'État, qui va être financée à hauteur de 90% par l'État pour sa rénovation et sa réhabilitation. Donc, fort heureusement, l'action de l'État est entamée depuis plusieurs mois, j'allais dire même plusieurs années, à Marseille. C'est le cas de la rénovation urbaine. Vous savez, quand le président de la République décide de doubler l'enveloppe qui est consacrée à la rénovation urbaine, de la passer à 600 millions d'euros, c'est que 300 millions ont déjà été engagés et les chantiers commencé. Vous disiez qu'il n'y avait pas que Marseille dont vous vous occupiez. C'est tout de même cette ville-là qui mobilise principalement votre attention, semble-t-il. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui ne mériteraient pas au moins autant d'attention de la part du gouvernement? Bien sûr que si. Il y a le département de Seine-Saint-Denis qui cumule lui aussi des difficultés. Mais juste un mot sur Marseille pour revenir, parce que effectivement j'entends quelques voix s'élever. Pourquoi Marseille? Pourquoi Marseille? Et est-ce que les Marseillais n'ont pas une responsabilité eux-mêmes dans ce qui s'est produit, dans ce qu'est devenu la ville? Alors déjà, pourquoi Marseille? Parce que d'une part, on ne peut pas s'étonner, même être choqué de l'actualité qu'est Marseille sur les trafics de drogue, sur ces assassinats à répétition, et de l'autre côté, s'en détourner le regard. Donc nous avons décidé de prendre le sujet à bras le corps, de nous retrousser les manches pour travailler, prendre ces problèmes de fond et les traiter en profondeur. Sur la situation de Marseille, le président de la République l'a dit dans son discours, c'est un héritage que tout le monde aujourd'hui a. Les élus locaux actuellement qui sont à la tête des exécutifs locaux et de l'État. Et donc, nous avons... Les Marseillais eux-mêmes? Les Marseillais... Ceux qui votent, ceux qui se tiennent bien ou pas bien, ceux qui sont les coupables de délinquance, ceux qui dégradent? Alors, vous avez effectivement ceux qui dégradent, vous avez ces trafiquants, et nous ne laissons aucun répit à ceux-là. Maintenant, vous ne laissez plus aucun répit? Parce que jusqu'à présent... Plus aucun répit à ces trafiquants. Et il ne faut pas les laisser croire qu'ils seront tranquilles dans leur trafic. Nous avons une action déterminée sur ce sujet. Il y a, vous le soulignez vous-même, une grosse question sécurité à Marseille et ailleurs, dans d'autres villes. Là aussi, le chef de l'État a promis de multiplier les effectifs là-bas. Est-ce que c'est déjà fait? Il y a déjà l'arrivée de effectifs, mais il a promis 300 effectifs supplémentaires de forces de l'ordre sur le terrain. Et il a également promis des moyens sur la création d'un commissariat. Les conditions de travail des forces de l'ordre sont tout aussi importantes que le nombre de policiers que vous mettez sur le terrain. Dans la campagne électorale qui va commencer, dans 6 mois, jour pour jour, on sera au lendemain du 2e tour. On aura soit un nouveau président ou une nouvelle présidente, soit le second mandat d'Emmanuel Macron. Dans vos domaines, quel est le dossier sur lequel vous voudriez que la campagne mette l'accent? Eh bien, c'est sur la question de l'emploi et du développement économique de nos quartiers. Aujourd'hui,
depuis plusieurs années, plusieurs décennies, nous avons traité la question des quartiers prioritaires sous l'angle de l'accompagnement social. Or, si on veut sortir de l'accompagnement social, il faut pouvoir donner les moyens aux habitants des quartiers de pouvoir s'en sortir par eux-mêmes, d'être autonomes, indépendants financièrement. Ce qui veut dire que nous devons les accompagner vers l'emploi ou le retour à l'emploi, et les accompagner aussi dans le développement économique de leur quartier s'ils souhaitent créer leur entreprise. Maintien des entreprises Exactement. locales. Et donc je pense que c'est déterminant. Nous avons commencé un travail sans précédent sur la question des dispositifs d'aller vers, d'aller chercher les habitants pour les conduire vers les mesures en faveur de l'emploi. Nous avons mis aussi en place des programmes avec le groupe de la Caisse des dépôts pour créer de l'attractivité, pour dynamiser sur le plan économique les quartiers prioritaires, pour créer de l'attractivité dans nos quartiers, donner envie de s'y installer. Donc nous avons commencé, nous avons posé les premiers jalons avec les cités de l'emploi, avec les quartiers productifs. Il faut évidemment continuer ces dispositifs, aller plus loin, les étendre sur tout le territoire national. Et donc en faire un élément de la campagne électorale. Je pense que c'est un élément. D'ailleurs, notre majorité, elle s'est révélée sur cette question économique. Quand on voit la crise sanitaire que nous venons de traverser, où tout le monde présageait finalement des fermetures à répétition d'entreprises, nous avons su accompagner les entreprises, nous avons su accompagner la création d'entreprises. Je crois que ça doit arriver maintenant jusqu'à nos quartiers prioritaires. Dans la plupart de ces quartiers en difficulté, le sujet insécurité croise souvent le sujet immigration et le sujet délabrement économique. Est-ce que cette mise en relation vous choque? Il faut, je pense que si on veut traiter les problèmes en profondeur, il ne faut pas faire de raccourcis. Il y a effectivement une concentration de l'immigration, mais ça a été une politique sur ces 40 dernières années, où on a concentré finalement les populations toujours au même endroit. Il y a aussi cette question d'intégration et d'insertion économique pour les entreprises, pour les personnes que nous accueillons, et puis cet accompagnement justement vers ce qu'on appelle l'émancipation, par l'éducation, l'émancipation par l'emploi. Donc pas de lien de cause à effet. Il ne faut pas créer de lien de cause à effet, ce serait une erreur monumentale, mais c'est une réalité. Effectivement, il y a une concentration de pauvreté, une concentration d'insécurité et de chômage dans ces quartiers, et c'est ce sur quoi nous travaillons avec une action déterminée, avec ce que fait Gérald Darmanin sur la question de la sécurité, et ce que nous faisons aujourd'hui sur le reste avec la prévention et le développement économique et l'insertion économique. Le Premier ministre a annoncé jeudi soir la création d'un chèque inflation, enfin une prime destinée à compenser les effets de l'inflation, 100 € au-dessus de 2 000 € de revenus mensuels par personne. Est-ce que ça n'était pas préférable de faire une baisse de la TVA? Alors, on peut finalement faire toutes les propositions qui puissent exister. Mais en tout cas, le chèque 100 €, c'est sonnant et trébuchant dans la poche aujourd'hui des Français. Est-ce que ça n'était pas plus juste de proposer une baisse de la TVA pour tous? Non, je pense que là, pour le coup, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre en charge le pouvoir d'achat, pouvoir accompagner le pouvoir d'achat des ménages. C'est ce que nous avons fait pendant 4 ans et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec cette, finalement, prime qui est versée. C'est ce qu'il faudra continuer à faire si les prix du carburant continuent à monter d'ici l'élection? Alors d'ici là, on avisera, évidemment, nous avons toujours su prendre nos responsabilités. Je pense que nous avons su, là aussi, prendre des décisions. Nous n'en sommes pas à la première mesure. Est-ce que ça n'est pas distribuer de l'argent et distribuer encore de l'argent et distribuer des milliards? Non, c'est juste accepter le pouvoir d'achat des ménages. Quoi qu'il en coûte. C'est ce qu'a dit le président de la République. Je pensais qu'on devait en sortir de ce quoi qu'il en coûte. Et je crois que, justement, le sortir de quoi qu'il en coûte, nous en sortons progressivement, puisqu'on parlait à ce moment-là de l'accompagnement aux entreprises. Là, il s'agit d'accompagner les ménages dans leur pouvoir d'achat, puisque face à cette hausse, là aussi extrêmement forte, eh bien, nous l'accompagnons. C'est ce que nous faisons aussi avec le chèque énergie pour accompagner les ménages les plus précaires sur la question, justement, de leur facture de gaz. Eh bien, là aussi, nous prenons, comme je vous le disais, nos responsabilités pour accompagner ce pouvoir d'achat. Un certain nombre de chefs d'entreprise s'agacent de ce que l'État leur demande de distribuer ces chèques et donc d'être obligé d'assumer pour le compte de l'État la paperasse, une série d'actions administratives qui pourraient revenir à l'État. Et ils pointent, ces chefs d'entreprise, que les entreprises vont verser cette prime d'ici la fin de l'année. L'État lui attendra le début de l'année prochaine parce qu'il n'est pas capable de le faire avant. Vous venez du privé, avant votre carrière politique, vous étiez dans le privé, dans l'univers de la banque. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement deux poids, deux mesures, une efficacité des entreprises privées et une inefficacité encore aujourd'hui
des services de l'État? Je ne pense pas que ce soit une inefficacité des services de l'État. Vous savez, quand il s'agissait de faire le prélèvement à la source, nous avons su le faire avec le travail de la DGFiP. Mais dans cet exemple c'est précis, un esprit de solidarité, puisque là, nous visons une catégorie aujourd'hui de salariés en majorité. Donc, nous demandons aux entreprises d'être solidaires avec la décision qui vient d'être prise, accompagner aussi ces salariés à aller à leur travail. Et puis, vous savez, mais pour les fonctionnaires, mais pour les fonctionnaires, il n'y a pas moins de solidarité pour les fonctionnaires qui gagnent moins de 2 000 € par mois. Donc, non, là pour, pourquoi simplement, c'est simple. Pourquoi est-ce que l'État, employeur, ne sait pas rapidement, aussi rapidement qu'il le demande aux entreprises privées, y compris les plus grandes, verser une prime de 100 € avant la fin de l'année? Vous savez que c'est une action inédite, que l'État verse 100 € à l'ensemble des salariés. Ça ne s'est jamais vu. Donc on peut permettre à l'État d'avoir quelques semaines pour pouvoir s'organiser, verser cette somme de 100 €. Donc il n'y a pas deux vitesses différentes, deux efficacités entre le monde du privé et le monde du public? Non, je ne pense pas qu'il y ait deux vitesses dans l'efficacité, que ce soit du monde privé ou public. Seulement, vous avez aujourd'hui des outils que le monde privé dispose avec les salariés qu'il embauche. Merci beaucoup, Nadia. Merci à vous.